3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Nicolas Forest est avec nous ce soir, directeur des gestions obligataires de Candriam. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Thomas Friedberger nous accompagne également. Bonsoir Thomas. Bonsoir. Vous êtes directeur général de Tikeo IM et Hervé Guez est avec nous en plateau également. Bonsoir Hervé. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes directeur des gestions de Mirova. L'actualité de marché est relativement calme et donc je voulais mettre volontairement le sujet de l'ESG à la une en cette fin d'année avec des gestionnaires d'actifs impliqués. Aujourd'hui, comme vous l'êtes, dans ces stratégies extra-financières, ces stratégies vertes, ces stratégies durables. Je me fais un peu le porte-parole des gérants verts, Hervé, il y a un ras-le-bol. J'ai vécu 10 années d'enthousiasme unanime autour de l'émergence de l'ESG, à travers des boutiques comme la vôtre, comme Sycomore, la financière responsable, etc. Et là, il y a quand même une fatigue, une lassitude qui s'installe au terme d'une année qui a été compliquée, évidemment. L'inflation réglementaire est lourde à supporter, avec une réglementation qui met parfois la charrue avant les bœufs. Il faut s'en accommoder, c'est le job des gérants, mais on met la réglementation SFDR avant la réglementation CSRD, par exemple, pour ceux qui suivent. On a une massification, une standardisation, une labellisation de l'ESG qui pousse des gestionnaires d'actifs à agir sans réfléchir. C'est-à-dire qu'au début du commencement du moindre embryon de controverse, aujourd'hui, tout le monde coupe. Pourquoi tu coupes ? Je ne sais pas. Mon fonds est labellisé. Je ne peux plus afficher cette position. Je coupe. Ça, c'est des témoignages que j'ai pu recueillir à travers les différentes controverses qu'on a pu traverser cette année. Et puis maintenant, les sociétés de gestion et même les stratégies parmi les plus vertueuses sont elles-mêmes soumises à la controverse. J'en veux pour preuve, il y a une semaine, l'enquête publiée dans un certain nombre de médias européens et Le Monde en France, avec une étude qui vient nommer et montrer du doigt des stratégies article 9 pour des pouillèmes ou quelques pourcents d'investissement dans des parts grises, ce qu'on appelle la part grise. Et quand on regarde à quoi correspondent ces parts grises, on s'aperçoit que ces fonds, et certains ont été cités, de chez Mirova, de chez Candriam, investissent dans quoi ? Dans Enel, dans Nextera, dans Iberdrola, dans des énergéticiens. Alors, on peut débattre de l'engagement qu'ils mettent à travers la transition, mais il y a quand même des montants qui sont en jeu, qui sont affichés, qui sont une réalité. Et donc, il y en a marre. Il y a quelque chose qui tourne plus rond de ce point de vue-là, Hervé, et je voulais qu'on remette un peu les choses au carré, parce que cet épuisement, il est quand même assez délétère, je trouve, à ce stade, au regard des enjeux qui sont les nôtres aujourd'hui. Oui, alors beaucoup de choses dans ton introduction. Donc, je vais essayer et je me suis arrêté encore. Donc je vais essayer peut-être d'être bref sur non, tous les on points prend le temps. Que tu as mentionnés, mais c'est sûr que l'ESG a toujours dérangé et continuera de déranger, et il dérange deux types d'acteurs qui se rejoignent finalement pour critiquer l'ESG. Il y a ceux qui souhaitent surtout qu'on arrête, qui considèrent que ça devrait être une mode, que c'est pas cohérent avec des approches d'investissement, etc. Donc il y a les acteurs qui voudraient surtout qu'on arrête l'ESG, et puis il y a à l'autre spectre des ONG ou des personnes qui pensent que de toute façon, finance et développement durable, c'est un oxymore, et que de toute façon, dès qu'on met un pied dans une entreprise cotée, on est du côté du problème et on ne peut pas être du côté de la solution. Et donc, c'est difficile effectivement de naviguer sur des deux sujets-là. Vous êtes attaqué des deux côtés, d'une certaine manière. On survit les attaques. Oui, je reviens sur les trois sujets que tu as mentionnés. Ouais. Sujet réglementation. Sujet réglementation, c'est bien qu'il y ait de la réglementation. C'est-à-dire, on a poussé pour qu'il y ait à un moment donné que la réglementation se saisisse du sujet de qu'est-ce que doit être l'ESG, comment elle le fait. Après, c'est bien qu'il y ait de la réglementation. C'est effectivement très douloureux et très fatigant cette année d'avoir cette réglementation qui vient avec des zones d'incertitude extrêmement fortes. Qu'est-ce que c'est que Sustainable Investment ? Combien on doit mettre, etc., etc. Donc, je pense que le travail de maturation de qu'est-ce qu'on voulait faire dans une réglementation produit est venu peut-être très vite, alors qu'il y a des questions clés qui n'ont pas été résolues sur la façon de l'implémenter. Donc, on a des débats extrêmement pointilleux en interne avec les régulateurs, etc., sur la façon d'interpréter la régulation. Avec une question clé pour moi, qui est de se dire finalement... on a créé 3 types de fonds, les fonds article 6, article 8, article 9. Les fonds article 6, c'était censé être de l'intégration ESG très, très
Enfin, c'est pas trop le sujet, quoi, de la gestion. Il y a peut-être des risques réputationnels à regarder. Il faut faire quand même un peu de choses sur l'éthique, mais pas trop de choses. Article 8, c'était censé être des fonds qui intègrent les questions ESG, mais c'est un élément parmi d'autres dans la stratégie d'investissement dont l'objectif reste principalement un objectif de rendement risque. Et article 9, c'était censé être des fonds qui se disent bah non, moi, le ESG, c'est pas simplement une façon d'intégrer une information pour viser un couple rendement-risque, c'est un objectif d'investissement en tant que tel, à côté de mon objectif rendement-risque. Et donc, à partir de là, on aurait pu s'attendre à ce qu'on ait des parts de marché, je ne sais pas, est-ce que c'est 5%, 40%, 50%, etc. Et en fait, qu'est-ce qui est en train de se passer ? On est en train de voir article 6, ah là là, mon Dieu, c'est pas politiquement correct, il faut absolument que je mette un minimum pour faire de l'ESG. Et donc, plein de fonds se mettent à article 8 sans avoir vraiment réfléchi à ce que c'était l'ESG. Et la régulation qui, pour l'instant, se dit, oh là là, mais article 9, on va envoyer un signal que c'est je lave plus blanc que blanc, et donc il faut que ce soit ultra exigeant, et au risque de plus avoir de marché à article 9. Donc si on fait une réglementation, article 6, article 8, article 9, pour que 80% ou 90% du marché soit article 8, on aura quand même fait une réglementation pour pas grand-chose. Oui, mais ça... Enfin, c'était évident que ça allait se terminer comme ça, Hervé. Non, c'est pas si évident que ça. C'est pas si évident. Bon. Qui allait se déclarer volontairement article 6 quand l'ESG devient l'alpha et l'oméga de n'importe quelle commercialisation de produits aujourd'hui? Oui, je pense que ce point-là, au risque de paraître pas dans mon rôle, je ne suis pas sûr d'être d'accord avec ça. On a toujours dit l'ESG, une stratégie d'investissement avec des objectifs environnementaux et sociaux, où le fait de considérer que les indicateurs environnementaux et sociaux vont être un élément très structurant des process d'investissement, je ne suis pas sûr que ça doive et que ce soit bien que ce soit le politiquement correct d'aujourd'hui. Enfin, si vous voulez faire des investissements dans des marchés émergents, faire des fonds long short, etc., enfin plein de choses qui sont complètement autorisées par la réglementation, il n'y a aucune raison d'aller se précipiter sur une réglementation article 8. Et c'est une erreur de l'industrie de penser comme ça. C'est-à-dire qu'elle pense que le sujet des labels, des produits, est un sujet de réputation de leur maison. Ben oui. Oui, mais il n'y a que dans l'industrie de la finance. Mais article 6, vous ne le vendez pas aujourd'hui Non, mais moi je pense, alors conseil aux gérants fatigués de l'ESG. Mettez-vous en article 6. Mettez-vous en article 6. Qui mettra des euros dans ces fonds? Et vous aurez du marché, parce que les asset owners, ceux qui gèrent l'épargne. Oui. Et vous aurez parce que le pire du marché, pour en revenir à ton point sur la crise de croissance, je pense que c'est vraiment plutôt une crise d'adolescence. C'est-à-dire on a eu cette explosion du marché ESG article 8 qui a fait faire à des gérants des process ESG à la va-vite qui ne sont pas très bien compris par les équipes. Et donc effectivement, on est plutôt je file la métaphore de la crise d'adolescence où le gérant se reconnaît pas, il se dit mais il y a 2 ans j'étais pas du tout pareil, il a des réactions d'acné virulentes, il claque des portes, c'est très compliqué pour lui à gérer. Voilà. Donc la réglementation, oui, c'est vrai qu'elle vient avec des lacunes qui vont devoir être vite corrigées, ou du moins avec un vrai signal de dire cette réglementation vient, mais on va laisser une part d'interprétation aux acteurs de marché assez forte, parce que c'est en construisant avec eux cette réglementation qu'on va clarifier les choses. Et là, on hésite pour l'instant, on ne sait pas sur... est-ce qu'on va se prendre des contrôles de réglementation en disant mais vous n'avez rien compris, c'était ça la Bible, ou au contraire, on va avoir un peu de débat. Voilà, donc ça, c'est sur le point réglementation. Sur le point... l'effet moutonnier que ça génère. L'effet moutonnier que ça génère, on est typiquement... Pourquoi tu coupes? Je ne sais pas. Oui. Je ne peux plus avoir ce titre-là en portefeuille parce que mon label me l'interdit, parce que je veux passer d'article 8 à article 9. Ce ne sont pas les fonds... ce n'est pas l'approche d'investissement durable, c'est les fonds ESG politiquement corrects. Il y a un responsable d'une société de gestion ou d'un institutionnel qui a dit moi, je dois dire que je suis 100% responsable, et donc je vous oblige à mettre en place un process d'investissement qui n'a pas été accepté par les équipes, compris par les équipes, voulu par les équipes. Et donc oui, on rentre dans une espèce de gestion qui ne fonctionne plus. Donc ce qui devait être une gestion de forte conviction, qui devait réduire la volatilité des stratégies, finalement...
se retrouvent prises au piège. En tout cas, en partie, en masse. Oui, mais dire que la gestion ESG devait être une gestion de conviction fondamentale avec des choix d'investissement, ça, si on reprend l'histoire de l'ESG, c'est un peu là-dessus qu'on s'est battu, et ce n'était pas le point de départ. Beaucoup d'acteurs ont voulu faire de l'ESG une espèce de norme pour dire on fait de la gestion standard, tranquille, etc. Mais au moins, on ne fait pas des choses scandaleuses, etc. Donc le fait de dire, attendez, non, la gestion ESG, le style de gestion avec des objectifs forts environnementaux, sociaux, se marie naturellement avec une gestion active fondamentale et pas avec une gestion passive, une gestion indicielle, une gestion benchmarkée, etc. C'était pas le point historique, c'est toujours pas cranté. Regardez là tous les classements article 9, ça vient beaucoup de gens qui s'étaient y compris dit ah non mais je vais pouvoir mettre de la gestion passive indicielle en article 9 et qui se mettent en article 8. C'est vrai. Donc ces comportements moutonniers ne sont pas non plus uniquement liés à l'ESG, c'était en partie des process d'investissement avec des contraintes d'investissement qui ont toujours été très fortes, et l'ESG devient une contrainte de plus, et donc on est dans une gestion très ciblée. Sur le dernier point, Hervé, comment vous réagissez quand vous voyez l'étude des articles 9 ? Alors j'exclus, parce qu'effectivement il y a des stratégies passives qui se retrouvent, mais les fonds de Mirova, c'est de la gestion de conviction, c'est pas de la gestion passive, pour des parts grises de 1-2%, parce qu'on a investi encore une fois dans Enel, dans Nextera, dans Iberdrola. C'est comme la réglementation, on est quand même très heureux qu'il y ait des journalistes, des investigateurs qui s'intéressent enfin au sujet de la finance durable. Enfin, quelle manière de s'y intéresser, Hervé ? Blague à part. C'est pas possible. Blague à part. C'est bien que les gens s'intéressent aux questions. Est-ce que les conclusions de se dire on va mettre dans le même sac du charbon, des énergéticiens, du transport, etc., c'est une bonne façon de faire une analyse? Évidemment non. La grande tromperie des fonds d'investissement verts. Évidemment non, mais ils sont sur leur phase d'apprentissage. Eux, ils sont encore sur la phase d'adolescence. Ils se mettent à l'ESG et donc ils vont découvrir qu'en fait, effectivement, tout n'est pas brun ou tout n'est pas vert. Le monde est gris, oui. Il y a des sujets évidemment plus faciles que d'autres. C'est évidemment très facile et c'est utile d'orienter les capitaux vers des acteurs du renouvelable, des acteurs qui innovent sur la biodiversité, sur l'économie circulaire, etc., qui sont des acteurs qui vont aider à transformer l'économie. C'est évidemment relativement facile de se dire tiens, il y a des acteurs qui sont vraiment très en retard ou qui ne font pas du tout de choses, il ne faut pas les avoir. Mais la réalité de la gestion et du développement durable, c'est qu'il y a aussi une part d'acteurs qui sont ni les pure play du green, ni ceux qui veulent rien faire. Et qui sont sérieux et crédibles dans leurs engagements et qu'on a envie d'accompagner. Voilà, ce sont des acteurs sérieux et crédibles qu'on a envie d'accompagner. Encore faut-il savoir pourquoi. Et qu'il y ait du débat là-dessus, moi, très ouvert. Mais par contre, effectivement, on ne peut pas venir en disant un fonds développement durable, ça ne peut pas être un fonds qui accompagne un énergéticien qui a pour ambition à 2030 d'ouvrir 50 mégawatts de renouvelables, ce qui représente 2 fois le programme nucléaire français qu'on nous annonce pour les 10 années qui viennent. Ça, il ne faut pas financer parce qu'il y a encore de la distribution de réseaux de gaz. Non, c'est sûr que... Voilà. Donc eux, ils ne sont pas encore dans leur crise d'adolescence, ils débarquent sur leur crise de jeunesse et l'expertise va monter sur ces sujets. Comment le ESG sort de sa crise d'adolescence ? Alors, pour le coup, moi j'avais dit crise de la quarantaine, mais je suis peut-être allé un peu trop vite en besogne. On se retrouvera dans 10 ans pour la crise de la quarantaine, mais comment on sort de la crise d'adolescence ? Nicolas, non, mais commentaires, réactions sur ce sujet. Vous êtes très impliqué, Candriam est très impliqué dans les stratégies. Vous avez dit beaucoup de points. Moi, je dirais 3 points assez brefs. Le premier point, c'est que ce que je constate, c'est que je compare les États-Unis et l'Europe. Et voilà, l'Europe, on est champion pour faire de la régulation. Donc voilà. Donc à la fin, si tout le monde est en effet... C'est une réglementation sans produit, ça devient voilà, si tout le monde est dans le même article et que finalement ça ne distingue plus, on aura fait travailler les gens de la régulation et sans doute beaucoup de gens, mais en termes d'innovation, ça ne nous aura pas beaucoup aidé. Et donc on attend, je vous disais tout à l'heure, la commissionnaire européenne qui a promis de publier un rapport de 200 pages avec une section de Q&A pour répondre aux différentes interrogations des gérants, puisque ceux-ci ont de nombreuses questions. Et pour revenir sur ce que vous avez dit, je pense que de toute façon, fondamentalement, on ne s'improvise pas gérant ESG. Et ce n'est pas la régulation qui fait qu'on fait de l'ESG ou pas. Donc je voudrais revenir maintenant sur, pour moi, le fond du problème, 2022, qui pour moi est une année qui explique peut-être cette fatigue-là.
parce que c'est l'année de la guerre en Ukraine, et c'est l'année où on a des problèmes d'énergie, et où finalement on se retrouve à vouloir... il y a une grande, je dirais, dichotomie, une grande tension entre le fait qu'on a besoin d'avoir de l'énergie en partie pour une certaine du gaz. Certains aussi ont remis en route des centrales à charbon. Il y a la question du pétrole. Et tout ça fait qu'aujourd'hui, par exemple, en Europe, on va acheter du shale gaz américain. Je pense que cette guerre en Ukraine a amené beaucoup de choses. À la taxonomie, au dernier moment, on a inclus l'énergie nucléaire, et d'une certaine façon. Et là, il y a cette tension qui est liée à cette crise énergétique, et qui fait qu'on se dit, une partie des acteurs trouve qu'il faut néanmoins être pragmatique, puisqu'il faut bien avoir de l'énergie. Le court terme nous rattrape. Voilà, le court terme nous rattrape, et c'est cette tension-là qui, je pense, crée aussi une certaine fatigue. Moi, je ne suis pas fatigué. Voilà. Et je pense que sur le long terme, le débat et ces facteurs-là d'environnement vont être quelque chose de structurel et qui va être extrêmement important. Parce que les défis climatiques sont énormes, et les changements auxquels sont confrontées les entreprises font que ces facteurs ESG sont décisifs dans tous les cas. Si on regarde sur 2022 aussi, c'est vrai que le facteur environnemental a été peut-être moins présent, mais le facteur gouvernance a été massif, en fait. Et le facteur gouvernance a été extrêmement un facteur de grande distinction. Je ne vais pas rappeler tous les événements qui ont eu lieu en France, sur certaines entreprises qui s'occupaient et qui finançaient des maisons de retraite, sur les respirateurs artificiels ou sur certains pays. Mais finalement, on retient de 2022 qu'il y a eu ce choc énergétique, ce choc top-down énorme. Je pense qu'en 2023, on va revoir de la dispersion. Et on va revoir de la dispersion, et je pense qu'il y aura vraiment de l'alpha à intégrer des facteurs ESG. Mais évidemment, je rejoins tout ce que vous avez dit sur avoir cette approche un peu, je vais dire un anglicisme, mais looking forward, de regarder devant nous. Et effectivement, si vous avez un émetteur et une entreprise aujourd'hui qui, grâce à ses revenus importants liés au pétrole, finance en partie un plan de transformation énergétique, comment on prend en compte ceci? Ça, c'est un vrai sujet de fond. Voilà. Mais je pense qu'au-delà de la régulation, et qui, honnêtement, moi, je pense que c'est... Moi, je suis plus les banques centrales, et je pense que c'est pour moi plus visible. C'est pour ça que vous êtes moins fatigué, alors. De comprendre la BCE que de comprendre la régulation. Non, je suis moins fatigué parce que je pense que néanmoins, ce qu'on voit sur ce qui se passe en Ukraine, ce qu'on voit sur ce qui s'est passé sur la gouvernance, ce qu'on voit sur ce qui s'est passé sur les États avec ce qui s'est passé en Russie, montre que de toute façon, intégrer des critères ESG de façon sérieuse et de façon comprise par les gérants, ça a de la valeur. Du point de vue des émetteurs, il y a toujours une incitation à effectivement être mieux-disant, vertueux sur le plan environnemental, social. Vous regardez le marché des green bonds, vous êtes obligataire, oui. Nicolas. Pour un émetteur obligataire, il y a encore un intérêt financier à émettre un green bonds ou un social bonds plutôt qu'un bonds classique. Oui, l'intérêt financier, il est là. Mais parce que c'est important, ça, quand même. Il n'est pas énorme. Après, vous avez un tout à l'heure dans les débats des initiales, et je vais essayer de ne pas me tromper, CSRD, pardon, CSRD. CSRD, donc qui va concerner... Donc ça, c'est la directive qui normalise le reporting des données des entreprises. Voilà. Je pense que si je dis pas de bêtises, va quand même aussi contribuer et va faire gagner en transparence sur les objectifs verts de toutes les entreprises. Donc par rapport au green bond, cette année était une année où il y a eu quand même beaucoup d'émissions, près de 700 milliards, c'est moins que 2021. Sur les social bonds, il y en a eu beaucoup moins, mais néanmoins en 2023, on s'attend à ce qu'il y ait beaucoup d'émissions. Et là encore, c'est vrai. Tout est une question de sélection. Parce qu'évidemment, il ne faut pas... il s'agit de prendre un green bonds comme voulait faire l'aéroport de Mexico City, non. Je n'ai pas suivi Mexico City. Oui, quelque temps, voulait lancer un green bonds. Ouais. Mais il y a peut-être un côté incohérent entre être un aéroport et vouloir sortir un green bonds. Après, il faut regarder aussi la gouvernance, il faut regarder les transparences du reporting, il faut regarder où vont les fonds. Tout ça nécessite beaucoup d'analyse, mais je pense que les green bonds vont continuer à avoir beaucoup de succès, les social bonds aussi, et c'est accompagné par la régulation, c'est un KPI pour certains, un indicateur que vont regarder certains fonds. En ça, c'est positif, mais naturellement, comme
J'ai envie de dire, mais comme n'importe quel autre principe dont vous êtes confronté à un actif financier, vous devez faire une analyse. On ne suit pas les agences de notation. On ne suit pas juste les analyses. Beaucoup si. Mais il faut aller au-delà, il faut avoir sa propre analyse et il faut être capable de distinguer et d'être capable de faire le tri. Et je crois qu'il faut être capable de ne pas croire complètement les agences de notation. Quand vous suivez l'agence, les ratings des agences, il faut être capable d'avoir une vision en avance et être capable de pouvoir détecter les anges qui vont, les potentiels anges déchus. Sur le ESG, c'est la même chose. Il faut être capable aussi d'avoir sa propre approche, d'être convaincu et cohérent. Et la réglementation permet cette liberté. La réglementation c'est ça la question. ne le permet pas. C'est un vrai... c'est une grande pelote de laine qui est compliquée mais néanmoins, je pense que voilà, l'enfer est pavé de bonnes intentions et on est dans les bonnes intentions. Mais vous avez raison, il y a toujours ces deux forces. Il y a une force de gens qui veulent moins de ESG, il y a des forces des gens qui veulent plus de ESG. Moi, ce qui est important, c'est de regarder la finalité de tout ça. Et à la fin, je crois que la finalité, à la fois d'un point de vue financier et extra-financier, elle n'a pas changé. Thomas, le mieux est l'ennemi du bien. Commentaires, réflexions, et encore une fois sur non mais si on prend le temps, on peut parler des banques centrales, mais parlons de l'ESG quand même de temps en temps. Non mais et d'ailleurs 2022 montre que oui, la promesse de l'ESG de générer de l'alpha, tout ça est très documenté, la recherche le montre, etc. Il y a des années où c'est pas aussi facile quand même. C'était facile quand tout montait, et puis il y a des années où c'est plus difficile. Ouais. Après, sur le long terme, je pense que, enfin, on en reparlera, mais je pense que les décennies qui viennent sont des décennies qui vont marquer clairement et de manière documentée la création de valeur financière par l'extra-financier. D'accord. Mais après, vous êtes convaincu de ça? Totalement convaincu de ça. Mais par contre, sur 6 mois, effectivement, je pense que c'est des périodes de temps beaucoup trop courtes pour juger. C'est pas une fatigue insurmontable alors? Non, on n'a pas l'air fatigué. Hein. Non, mais Mais je crois que à partir du moment où l'ESG est vécu comme une contrainte, on n'est pas dans la bonne direction. C'est-à-dire qu'on s'expose au syndrome de la girouette qui dérive avec le vent ou avec les courants. Je suis d'accord totalement avec Hervé qui dit l'ESG, ça doit rester une gestion de conviction. Et une conviction, ça s'assume. Mais pour assumer une conviction, il faut être capable de l'expliquer. Et c'est pour ça que je suis totalement d'accord avec le fait que baser ses décisions uniquement sur des contraintes d'exclusion, par exemple, ou des contraintes réglementaires, sur des ratings externes, ou sur de la recherche externe, c'est exactement comme le gérant crédit qui subit la contrainte de le bureau de recherche que je suis à downgrader la recommandation sur un bond ou l'agence de notation a downgradé le rating d'un bond et donc je suis obligé de vendre, mais je n'ai pas de conviction particulière. Donc c'est exactement la même chose. Pour être capable d'assumer et d'expliquer sa conviction, et ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas des bêtises, mais il faut documenter. Et donc l'approche qu'on a prise nous, je ne sais pas si c'est la bonne, on verra, mais au moins il y en a une, c'est de dire, on fait notre propre recherche, qu'elle soit financière ou extra-financière, on fait notre propre recherche, et puis après on peut toujours lire ce que disent la recherche externe, ce que disent les ratings, mais au moins on fait notre recherche, on documente et on explique pourquoi cette conviction-là est la nôtre. Et puis après, si le régulateur dit non, ça marche pas, on s'adaptera. Et deux, la recherche financière et extra-financière est faite par la même personne, de manière à ce que l'ESG ne soit pas vécu par le gérant comme une contrainte qu'on lui impose. Ça doit être sa conviction à lui. Et puis après, on écrit, on documente, et puis voilà. Et ce qu'on essaye de faire, c'est de dire, au lieu de dire on veut faire un fonds article 9, donc qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça soit article 9, on dit ok, on va faire ce qu'on sait bien faire et ce qui correspond à nos convictions, et puis après on verra bien dans quelle catégorie ça tombe. On espère que ça tombera dans la bonne, mais si ça ne tombe pas dans la bonne, soit on dit ok, à la marge il faut ajuster ça pour être dans la bonne, soit on dit on assume, on n'est pas dans la bonne, et puis peut-être que ça changera avec le temps. Mais je pense que c'est pas l'objectif de classification qui guide l'élaboration de la stratégie. Non, parce que sinon on subit et je crois que ça c'est hyper important, ça doit rester de la conviction, mais pour ça il faut documenter et il faut être capable d'expliquer. Et après, si on fait une erreur, si on se fait retoquer par le régulateur ou si les clients sortent du fonds parce qu'ils sont pas contents, etc., on explique et puis si c'est une erreur, on la corrigera. Mais il faut assumer. Et ça veut dire que toutes les stratégies chez Tikehau, par exemple, n'ont pas vocation à être des stratégies ESG ou des stratégies d'impact. Certaines si, mais vous assumez aussi le fait que d'autres
pour l'instant, ne sont pas des stratégies à vocation ESG ou à vocation impact. Notre conviction, c'est que sur le long terme, l'extra-financier générera de la valeur financière en plus de réduire la volatilité des investissements. Donc, on a des critères extra-financiers dans toutes les décisions d'investissement qu'on prend et on essaie de les documenter. Mais après, certains fonds qui sont dans certains secteurs qui peuvent être objet de controverses, d'exclusion, alors pas d'exclusion pure et dure des PRI des Nations Unies, hein, bien sûr, mais de sujets de débat, etc., seront pas labellisés comme ça. Mais en tout cas, on prend en compte l'extra-financier dans toutes les décisions d'investissement qu'on prend, que ce soit dans les actifs non cotés ou dans les actifs cotés. Et puis après, parce qu'on pense qu'à terme, ça générera de la performance financière. Et puis après, on voit bien dans quelle catégorie ça tombe. C'est comme ça qu'on raisonne. Est-ce que c'est plus vrai dans le non-coté que dans le coté ou pas? Vous avez les deux terrains d'investissement. Ouais, disons que l'ESG, c'est vrai dans les deux côtés. L'impact, c'est clairement plus simple dans le non-coté, parce que dans le non-coté, que ce soit en dette ou en equity, ou d'ailleurs en immobilier, enfin en actif réel, vous pouvez, parce que vous avez fait une due diligence très approfondie sur le dossier, que vous avez travaillé dessus pendant des mois, que souvent vous êtes un des seuls actionnaires et pour longtemps, donc vous avez une bonne vue de la gouvernance, par exemple le G, c'est plus simple parce que vous avez des places au bord, parce que parce que l'actif vous appartient, donc vous pouvez le transformer quand c'est de l'immobilier. Vous pouvez avoir de l'impact et le documenter. Dans le côté, c'est un peu plus compliqué, mais ça peut se faire aussi. Hein. On a l'ambition quand même d'en faire aussi dans le côté. Mais c'est vrai nous, on trouve qu'on a un peu moins de maîtrise de ce côté-là. Ça n'empêche pas que l'ESG soit important et que l'extra-financier soit regardé de manière aussi vigilante dans le côté que dans le non-côté. J'entends. Ouais. Hervé ? Non, oui, juste pour rebondir sur ce que disait Thomas, avec lequel je suis quasiment d'accord, sur tout, sauf peut-être un petit point, c'est de dire, non, d'ailleurs, c'est pas exactement ce que tu as dit, c'est plus facile l'impact dans le non-coté. Et oui, parce qu'on est sur un projet en règle générale ou sur une mono-activité, donc c'est un sujet qui est un objet d'analyse qui est plus simple qu'un groupe multinational, etc. Par contre, l'impact est tout à fait possible. Non seulement il est possible dans le côté, mais de mon point de vue, il est surtout au moins aussi, voire plus important dans le côté. Je m'explique. Si je devais revenir à quels sont les objectifs, en fait, c'est quoi la finalité de tout ça? Pourquoi on fait de la finance durable? Pourquoi on fait de la finance durable? D'abord, encore une fois, je pense que tout le monde ne veut pas en faire, et ceux qui ne veulent pas en faire, il ne faut pas qu'on leur impose d'en faire contre leur gré. Enfin, ça n'a aucun sens. Ou alors on fait une nouvelle loi et c'est pas de la transparence, c'est pas via des outils détournés d'eux. Si on pense que toute la finance doit absolument intégrer des critères environnementaux, sociaux, de gouvernance de façon structurelle forte, etc., il n'y a qu'à faire une loi là-dessus. Voilà, donc il ne faut pas forcer ceux qui ne veulent pas. Donnez pas trop d'idées, Hervé. Non, mais je pense. J'y crois pas. Hein, Ensuite, il y a une deuxième catégorie de personnes qui croient à des degrés divers que le sujet environnemental ou social va être un sujet un peu, moyennement, très important dans la génération d'alpha, dans les choix d'investissement qu'on va faire. Voilà, l'économie se transforme, il y a des nouveaux besoins, les acteurs regardent aussi ça. Donc, d'une certaine façon, il faut s'intéresser à cette question-là parce que c'est un outil important, plus ou moins important, dans la capacité d'un gérant à délivrer de l'alpha sur moyenne période. Très bien, il faut faire ça. Et je pense qu'il y a une part ce que nous on appelle impact, qui est une finance durable qui se dit, le sujet c'est pas simplement de faire l'alpha, je souscris à l'idée qu'on fera de l'alpha, mais que l'objectif de la finance durable est aussi d'être un aiguillon, un facilitateur d'une transformation qui doit opérer dans le capitalisme. Et cette transformation, elle est de deux ordres. Elle est une transition environnementale. Et donc, quel est l'objectif d'investissement? C'est comment on peut faciliter la transition environnementale. Et il y a un autre objectif qui est un objectif social, qui est de se dire on a eu une montée des inégalités, montée des questions sur le partage de la valeur qui met à bout les économies, le modèle démocratique, des tentations, etc. Et donc, comment on peut accompagner le capitalisme pour être un peu moins uniquement shareholder value centrique, centré sur la valorisation actionnariale, et regarder les valeurs de façon un peu plus partenariale. Et quand on a cet objectif d'investissement-là, se dire que parce que, ça peut être la tendance dans la réglementation, etc., se dire que parce que dans le monde des grandes entreprises, c'est question de comment on doit transformer la gouvernance des entreprises pour être sur les parties prenantes, comment on doit accompagner la transition environnementale, c'est plus compliqué.
oui. Si on se dit que c'est parce que c'est plus compliqué, faut surtout pas le faire, faut surtout pas réguler, faut pas réglementer, on aura, je pense, raté un des grands objectifs qu'on poursuit, qui est cette transformation. Donc, pour moi, c'est pour ça que cette étude, encore une fois, et cette enquête est désespérante, je trouve. Non, elle est pas. Un peu. Oui, alors, non, mais bon, bref, je vais faire un peu de philosophie dans le désespoir. C'est souvent le chemin pour être heureux. Parce que quand on vit l'autre facette de l'espoir, c'est la crainte. C'est-à-dire, si vous viviez dans l'espoir de quelque chose, c'est que vous craignez son avènement. Quand vous êtes désespéré, c'est-à-dire, moi je n'attendais rien d'autre qu'une montée progressive là-dedans, je suis persuadé que, encore une fois, on sortira plus fort de cette crise-là. C'est une crise, de croissance. Beaucoup de gens font des choses avec plus ou moins d'expertise, de sincérité, etc. Mais à la fin, je pense qu'on va capter un peu plus cette idée qu'il y a une finance durable utile pour la transformation d'un modèle économique. Il y a de toute façon, ça a été dit, une montée extrêmement forte. Il y a qu'à voir tous les plans d'investissement sur le sujet de la transition écologique. Donc il faudrait quand même être un peu aveugle pour ne pas se dire qu'il se passe des choses et pas s'y intéresser. Mais par contre, s'il y a des gens qui veulent spéculer sur du hedge fund et faire des allers-retours dans la journée sur des outils d'investissement qui ont le droit de citer, laissons-les faire. Laissons-les faire. Thomas, vous voulez ajouter un mot ? Juste pour préciser, c'est possible de faire évidemment de l'impact dans le côté. Parce que je dis, ce que je dis, c'est que pour faire de l'impact, un impact, ça nécessite un dialogue avec l'entreprise dans laquelle vous investissez, que ce soit en dette ou en action. Et ce dialogue, il est facilité, en tout cas dans mon côté, par le fait qu'on a des places au board, par exemple, ou que dans le cas de la dette, on est le seul prêteur, ou on est censeur au board et observateur, etc. Dans le côté, c'est évidemment possible, mais ça, encore une fois, ça nécessite d'avoir ce dialogue. Pour avoir ce dialogue, il faut des gens qui construisent des convictions, qui vont à la rencontre des entrepreneurs, des patrons d'entreprise. On sait qu'il n'y a pas grand monde qui fait ça, mais en tout cas, les gens qui veulent faire de l'impact, il faut qu'ils fassent ça. Enfin, sauf s'il y a d'autres moyens d'en faire, et peut-être qu'on n'a pas tout vu. Mais je suis entièrement d'accord sur le fait que on voit bien de toute façon que la recherche en tout cas, ce qui a apporté notre modèle économique pendant 35 ans, qui est quand même basé beaucoup sur l'efficience, la domination de l'efficience sur la résilience et de la suroptimisation de beaucoup de choses, ça met quand même l'environnement, la biodiversité en difficulté, le climat, les inégalités. Jour d'ouverture de la COP15 sur la biodiversité aujourd'hui, je crois. Par Canada, exemple, on verra ce que ça donne. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que sur la prochaine décennie, il faut adapter ce modèle-là. On n'a pas le choix. Le 21e siècle sera soit le pire, soit le meilleur que l'humanité aura jamais connu, mais c'est probablement un des deux. Et ça dépend des décisions qu'on prend maintenant. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur d'essayer d'adapter notre système maintenant, quoi. Moi, c'est excitant quand même. Non, mais vous voyez qu'on n'est pas si fatigué que ça. Ah non, c'est moi qui assumais l'idée de la fatigue des gérants verts. Banque centrale, Nicolas, faut quand même qu'on en dise un mot. Avec les achats verts de oui, on pourrait, mais en fait, non. En fait, paradoxalement, je me dis quand même que les décisions de politique monétaire de 2023, elles seront peut-être plus difficiles que celles qu'on a prises en 2022, enfin que la Fed a prises en 2022. Je m'explique. À partir du moment où on a fait tomber la barrière mentale de les taux directeurs peuvent remonter, on y était franchement, à coup de 75 points de base, c'était mécanique, on était en autopilote, c'était un no-brainer. Là, j'ai l'impression qu'on arrive à un moment du cycle, du développement économique, financier, etc., qui fait que chaque décision va être beaucoup plus difficile à prendre, peut-être. Même si on imagine que les hausses de 75 points de base sont désormais derrière nous. Alors, je ne suis pas complètement d'accord avec ça, parce qu'il y a un an, on se retrouvait ici, on discutait, comme on parlait, moi j'évoquais quelques hausses de taux, on ne s'attendait pas à autant, il y avait vraiment beaucoup de désaccords. Et je pense, sans faire l'école des fans, si je devais mettre une note à la Fed, je mettrais 20 sur 20. Waouh! Parce que quand même, alors peut-être qu'il y aura sans attendre la fin de la partie, parce que non, mais la partie n'est pas finie. Non, justement. En 2023, mais sur 2022, d'accord. C'est quand même pour le premier acte. Pour le premier acte, c'est quand même un premier acte qui a été amené avec relativement maîtrise de la situation. Alors avec un peu de retard à l'allumage, mais après ils ont quand même fortement monté les taux, avec une normalisation qui n'a pas amené à une panique financière. Ils ont quand même mené une hausse de taux qui n'a jamais été vue en termes d'agressivité, et en même temps, ils ont fait le quantitative tightening, une réduction de leur bilan. Ils ont fait monter les taux longs, ça a quand même commencé à faire infléchir à la baisse l'inflation, sans créer de crise financière. Donc, c'est un premier acte, il faut être vigilant sur le deuxième acte, certainement, mais je dirais que quand même,
cette partie-là qu'il fallait jouer, de normaliser très vite les taux C'est d'intérêt, d'aller presque à 5% sur les taux Fed Fund, on va y aller, de faire le QT, c'était très difficile. Ah ouais. Et ils l'ont fait. Oui, mais j'ai l'impression qu'on se dit maintenant ça va être la partie facile. Et Non, c'est pas Ouais. facile. Maintenant, je pense qu'ils sont dans une position relativement confortable de wait and see. C'est-à-dire, une fois qu'ils vont monter les taux, ils vont un petit peu Attendre de voir pouvoir comment ça se fait, ouais. ajuster la situation. L'erreur, c'est peut-être de penser qu'il y a ce fameux pivot qui vont baisser tout de suite. Non, parce que l'inflation va rester durablement un peu plus élevée, au moins l'inflation corps. Et donc, ils ont du temps, ils vont pouvoir réagir. Il faut un point important pour moi sur la Banque centrale américaine en 2023, ça sera la question quand même du bilan, parce qu'il y a ce quantitative tightening qui est assez agressif qu'ils mettent en place et qu'ils ont mis en place. Et souvenez-vous, ils ont toujours dit d'abord on arrête d'acheter des achats, des obligations, on peut monter les taux et après on fait le QT. Ok ? Donc si jamais ils veulent baisser les taux, il va bien falloir qu'ils arrêtent le QT aussi. Donc moi je trouve que la situation de la Fed, elle est assez confortable. Du côté de la Banque centrale européenne, en revanche, comme d'habitude, c'est plus compliqué. Parce qu'ils sont beaucoup plus en retard que la Banque centrale américaine, parce que l'inflation et les dynamiques d'inflation sont différentes, parce qu'elles restent plus élevées, et puis parce qu'il y a le problème du bilan de la BCE qui n'ont toujours pas réglé. Il va falloir juste arrêter d'acheter des actifs. Vendre des actifs, ça serait une étape encore plus exotique pour eux et qui ne sera peut-être pas utilisée en 2023. Et ça sera beaucoup plus difficile. Pourquoi ? Parce qu'en 2023, il y aura énormément d'émissions de bons d'État en Europe. On est sur presque 500 milliards, 500 milliards net. 500 milliards C'est ça. euros net Ouais. d'émissions Ouais. d'État, Mais oui. avec sans aucun doute le programme de l'Union européenne qui va réémettre à flot. Donc vous allez avoir énormément d'obligations qui vont être émises. Si la BCE dit j'arrête d'acheter, ça va créer un peu de stress obligataire. Donc je dirais que de mon point de vue, et un peu comme d'habitude, la BCE est dans une situation plus difficile. Draghi avait très très bien géré. Lagarde a été quand même beaucoup plus, je dirais, un petit peu derrière et dans un processus très mimétique de ce qu'ont fait les Américains. Voilà, donc je dirais que c'est compliqué sans doute plus pour la BCE. Pour la Fed, je dirais que jusqu'ici, quand même, tout va bien. Et en un mot sur la Fed, il y a un scénario où... Alors, il y a de la place pour des baisses de temps en 2023 parce que j'ai l'impression que le marché se berce d'une forme d'illusion en disant il y aura un soft landing et en plus, j'aurai des baisses de taux de la Fed assez rapidement, 50 BP, peut-être pricé de baisse de taux fin 2023. C'est bien. Ouais, non, mais... oui, après Noël, il faudra quand même résoudre cette contradiction. Enfin, Nicolas, pour moi, avoir des baisses de taux... ça signifie qu'on n'est pas passé par la case soft landing. Quand on regarde tous les épisodes de hausse de taux, généralement, un trimestre à 2 trimestres avant les premières baisses, on a une oscillation. Donc c'est toujours fortement anticipé et on anticipe des baisses de taux. Donc voilà. Je pense que vous avez raison que la messe n'est pas dite et qu'il y aura encore des hausses de taux et ils vont être très pragmatiques. L'erreur, c'est peut-être de penser qu'on ne peut pas rester à un niveau durablement élevé. Je pense qu'on peut rester à un niveau durablement élevé. Mais néanmoins, le marché, il n'aime pas cette situation. Forcément, il anticipe un peu plus loin. Et la logique plus loin, c'est des baisses de taux. Voilà, avec du côté américain, contrairement au côté européen, beaucoup moins d'émissions aux États-Unis. Un déficit qui est quand même beaucoup plus maîtrisé, oui, bien sûr. Beaucoup plus maîtrisé. Et puis voilà, et puis somme toute, les obligations, si c'est le mot de la fin pour moi, sont redevenues attractifs. Bond is back, et donc je pense qu'il y a des investisseurs qui rachètent des obligations. Un mot du pivot sanitaire de la Chine, qui est peut-être le pivot le plus réel d'ailleurs qu'on peut avoir aujourd'hui en cette fin d'année, Thomas, et les évidences se multiplient, c'est un vrai virage à 180 degrés sur la politique sanitaire en Chine. Qu'est-ce que ça implique pour la Chine, pour le monde et pour l'investissement ? Ça implique probablement un repricing des actifs chinois à la hausse dans un premier temps, mais ça c'est du court terme. Probablement un redémarrage, un effet de rattrapage relatif de la croissance chinoise, ça aussi c'est plutôt du court terme. Un petit effet inflationniste quand même, parce que la Chine va devoir réimporter notamment du gaz et du pétrole, et donc rentrer en concurrence avec le Japon, la Corée et puis l'Union européenne sur ces marchés-là. Donc ça va probablement soutenir les prix du gaz et du pétrole. Donc ça c'est le court terme. Ça, c'est une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle pour l'Europe, puisque à la fois, je crois que c'est 15% des exportations européennes qui vont vers la Chine. Donc ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. La mauvaise, c'est que effectivement, il va y avoir un nouvel acheteur marginal sur les énergies Xi Jinping est en Arabie Saoudite en ce moment. Ah bah voilà.
Après, sur le long terme, je ne pense pas que ça change grand-chose à la trajectoire de la Chine, qui doit croître à un rythme beaucoup moins élevé, qui n'a pas le choix. Il y a beaucoup de choses qui militent dans cette faveur-là. Déjà, le pivot, lui, pour le coup, très, très durable, à mon avis, du modèle économique chinois. Ouais. On en a déjà parlé sur ce plateau, j'y reviens pas. Mais aussi le fait que le taux de natalité en Chine vraiment s'effondre complètement. On aura moins de 10 millions de naissances en Chine en 2022. C'est 45% de moins qu'en 2016. 45% de moins. C'est énorme. Et puis, le taux d'urbanisation qui chute aussi. Alors, c'est peut-être un peu trop tôt pour le dire parce que c'est des effets dus au Covid, mais il est probable qu'après tout ce que les Chinois ont vécu, ils aient moins envie d'aller vivre dans les mégalopoles. Et donc, ça veut dire probablement que la crise de l'immobilier ne va pas se tarir, va pas se résoudre d'elle-même dans les prochaines années. Donc, ça veut dire probablement moins de croissance d'une manière générale pour la Chine et pour le monde. On s'arrêtera là pour ce soir, messieurs. Merci beaucoup d'avoir participé à cette discussion ce soir. Thomas Friedberger, directeur général de Tikehau OIM, Nicolas Forest, directeur de gestion obligataire de Candriam et Hervé Guez, directeur de gestion de Mirova, étaient les invités de Planète Marché.